Dans cette vidéo, vous trouverez les éléments clés d'une réflexion efficace pour renforcer l'esprit critique des enfants. Bien que la philosophie soit une méthode efficace, vous pouvez vous demander si vous êtes légitime à vous lancer dans cette pratique, étant donné que vous n'avez peut-être pas de bagage philosophique. Je vous donnerai les outils essentiels pour bien mener vos ateliers de philosophie avec les enfants et adapter votre posture, qui est un des éléments clés pour apprendre aux enfants à réfléchir sans les influencer, même si vous n'avez pas d'expérience en philosophie pour enfants. Les philosophes aussi ont besoin d'apprendre à manier ces outils pour mener des ateliers de philosophie avec les enfants en sortant du cadre académique qui peut enfermer la réflexion chez les enfants. C'est donc une compétence que tout le monde peut apprendre, même les plus qualifiés. Le sentiment d'illégitimité est souvent exprimé par ceux qui n'ont pas de formation en philosophie, mais qui souhaitent animer des ateliers philo avec les enfants ou philosopher avec leurs enfants. Bien sûr, avoir étudié la philosophie est un avantage, car ça nous permet de jouer avec les idées et de disposer de couples conceptuels, de théories et de systèmes qui nous aident à réfléchir. Cependant, il est tout aussi important de se former et de ne pas se limiter à ses connaissances. En effet, nous pratiquons la philosophie avec des enfants, des adolescents ou même des adultes. Lors d'ateliers, c'est une pratique. La philosophie est un outil pour réfléchir et pour améliorer notre vie. Par conséquent, nous devons la considérer comme un moyen d'enrichir notre humanité plutôt que comme une fin en soi. Apprendre à créer un dialogue entre les participants de l'atelier et à encourager l'interaction entre les idées peut transformer la philosophie en une discipline vivante. Matthew Lipman et Margaret Sharp sont les fondateurs de la philosophie pour enfants. Cette méthode a été créée en réponse à une observation faite par Lipman. Enseignant en logique, il a remarqué que ses élèves étaient capables d'utiliser les outils logiques dans le cadre scolaire, tant bien que mal, mais ne savaient pas les appliquer à leur vie quotidienne. Il a donc décidé de s'adresser directement aux enfants pour que ces compétences soient développées dès leur plus jeune âge. Lipman a écrit des livres pour enfants et Margaret Sharp des manuels pour les enseignants avec des outils pédagogiques pour bien mener les ateliers de philosophie et développer les habiletés de pensée. Le manque de congruence entre ce qui est enseigné et ce qui est mis en pratique dans notre vie est un problème persistant. Les enfants sont sensibilisés à la tolérance et aux différences, mais la violence est toujours présente. Bien que multifactorielle, cette violence pourrait être réduite si les enfants étaient mieux équipés pour penser par eux-mêmes et avec les autres. Épicure disait « Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à philosopher et quand on est vieux, on ne doit pas se lasser de la philosophie, car personne n'est trop jeune ni trop vieux pour prendre soin de son âme. » Donc bienvenue à toutes et à tous, philosophes ou non, amis de la philosophie. Il est important d'apprendre aux enfants à réfléchir, sinon vous risquez de devenir dogmatique sans même vous en rendre compte. Si vous souhaitez développer l'ouverture d'esprit des enfants et les outiller pour ce monde déconcertant et parfois menaçant, la philosophie est une voie royale. Mais par où commencer? Déjà, mettez au clair votre intention. Afin de bien mener cette mission, il est essentiel de commencer par apprendre à penser par vous-même. Pour mieux comprendre les enjeux du dialogue philosophique et ce que les enfants vivront, participez à des ateliers de philosophie, pour votre plaisir ou pendant une formation. Sachez que vos pensées vous sont propres. Prendre conscience de vos idées et les examiner attentivement peut vous aider à faire réfléchir les enfants dans l'optique de ne pas leur transmettre vos propres idées qui nuiraient à leur autonomie de pensée. Donc ne sous-estimez pas l'importance de la réflexion pour vous-même pour transmettre les outils du jugement critique aux enfants. Pourquoi voulez-vous initier les enfants à la philosophie? Pourquoi voulez-vous leur apprendre à réfléchir? Si vous cherchez à initier les enfants à la philo, il est crucial de déterminer votre objectif. Voici quelques raisons courantes. La sensibilisation, encourager la pensée autonome, fournir des outils et des connaissances. Il est essentiel de choisir la bonne méthode pédagogique en fonction de votre objectif. Si vous voulez sensibiliser des enfants, organisez des ateliers de sensibilisation. Mais ce ne sera pas considéré comme de la philosophie et vous risquez de transmettre votre propre point de vue en niant une partie de la réalité du vécu de l'enfant. Si vous voulez développer la pensée autonome, organisez des ateliers de philosophie qui enseignent des compétences philosophiques et des habiletés de pensée.
Pour cela, il faut apprendre à questionner. Imaginez que la réflexion soit l'intérieur d'une horloge. Les compétences philosophiques sont les différents rouages qui permettent aux aiguilles de tourner. Apprenez-leur à faire tourner les aiguilles, ils deviendront horlogers et ne se contenteront plus de porter la montre qu'on a choisie pour eux ou celle qui est à la mode. Maintenant que vous êtes au clair avec vos intentions, vous savez dans quelle direction aller. Et si votre choix porte sur l'option « apprendre aux enfants à être horlogers et penser par eux-mêmes », alors vous allez développer vos compétences pour faire philosopher les enfants. Il est essentiel de suivre plusieurs étapes pour assurer un travail efficace. Votre posture doit être ajustée en conséquence. Vous devez apprendre à reconnaître vos présupposés et à les mettre de côté, c'est crucial. Le cadre de l'atelier doit être bien défini. Alors si vous êtes à l'école, effectivement, il y aura un cadre précis dont nous parlerons plus tard. Si vous êtes en famille, il va falloir également poser des règles. Ne pas se moquer, ce que dira l'enfant ne doit pas être retenu contre lui derrière. Apprendre à poser des questions pour approfondir un sujet et encourager la réflexion. Votre méthode de travail doit être claire, y compris votre façon de l'animer. C'est important de choisir les bons outils et de se fixer des objectifs pédagogiques. Donc, dans ce cas-ci, c'est vrai que c'est plus adapté à des professionnels, mais si vous êtes parent, eh bien, il y a des outils que nous découvrirons plus tard qui vous permettront d'aider les enfants à réfléchir. Vous devez donc changer de posture. La pratique de la philosophie pour enfants implique qu'ils doivent être honnêtes pour que leurs paroles soient authentiques. En d'autres termes, leur parole doit exprimer leur vérité profonde plutôt que de refléter des habitudes superficielles ou des conventions. La philosophie vise à remettre en question les évidences et les conventions, ce qui en fait une excellente méthode pour encourager la réflexion critique. Ils ne doivent plus être des élèves, ils doivent devenir des chercheurs. Pour y parvenir, les enfants doivent abandonner leur rôle d'élève toujours sûr de connaître la réponse ou pour réussir leurs évaluations. Ils sont habitués à donner des réponses justes pour obtenir une bonne note et la validation des adultes. En atelier philo, on va plutôt enseigner aux enfants à s'affranchir de cette image et à sortir des sentiers battus pour réfléchir librement par eux-mêmes. Pourquoi l'enfant doit-il changer sa posture pour penser librement par lui-même ? Il est probable que l'enfant répète des idées entendues ailleurs sans y avoir réfléchi lui-même. Il est tellement habitué à son rôle d'élève et d'enfant qu'il ne sait pas toujours qu'il a une pensée qui lui est propre. Parfois, les enfants cherchent à plaire aux adultes en pensant qu'il y a une réponse correcte à donner. Donc, pour éviter que l'enfant n'essaie d'adopter les idées des autres pour se faire accepter, c'est important de l'aider à se libérer de cette pression. En effet, un enfant qui recherche constamment l'approbation de l'adulte ou des autres ne peut pas développer sa pensée critique. En libérant sa pensée et son expression, l'enfant pourra sortir de son rôle d'élève qui détient la vérité, d'enfant soumis à une autorité qui sait plus de choses que lui, et apprendre à échanger avec les autres en explorant des idées variées. Ajuster votre posture est la clé pour des ateliers fructueux pour les enfants. Pour que les enfants puissent tirer le meilleur parti de ces ateliers, il est important d'adopter une posture appropriée en définissant un cadre clair. Et pour ça, vous devez commencer par montrer l'exemple. Les enseignants et les parents sont confrontés à un défi particulier car leur posture verticale est celle privilégiée pour transmettre des connaissances et des valeurs. C'est crucial de revoir sa posture pour aider l'enfant à sortir de son carcan, pour libérer ses idées et vaincre la peur d'échouer. Comme l'a souligné Michel Tozzi dans une autre vidéo, une interview que vous retrouverez sur la chaîne YouTube, c'est un changement difficile à opérer car il faut abandonner ses vieilles habitudes. Il y a 3 étapes essentielles pour assurer un environnement propice à la réflexion philosophique. En tant que facilitateur et facilitatrice de l'atelier, il est de votre responsabilité de créer les conditions requises pour une discussion fructueuse. Car avant de philosopher, il faut apprendre à philosopher, en respectant certaines exigences qui créeront les conditions propices à une réflexion approfondie. Pour penser et développer son jugement critique, il ne suffit pas de dire ce qu'on pense et d'écouter les idées des autres. De cette façon, on défendrait plutôt une forme de relativisme avec une juxtaposition d'idées. Alors que la formation de l'esprit critique requiert de savoir confronter des arguments entre eux pour cerner les enjeux philosophiques qui unissent les humains. Voici comment travailler un cadre propice à la réflexion. Clarifiez votre rôle dès le début de l'atelier philo. Il est crucial de bien expliquer votre démarche.
Vos questions ont pour but d'explorer un sujet, de jongler avec les idées et de favoriser la réflexion collective, pas de leur faire la morale. Ça fonctionne aussi si vous êtes un parent. Vos questions ne signifient pas que l'enfant a tort ou que vous attendez qu'il change d'avis. Je précise qu'effectivement, si vous voulez développer l'esprit critique des enfants, l'enjeu n'est pas de leur dire quoi penser, mais plutôt de leur poser des questions pour savoir ce qu'ils pensent. Les questions vont servir à comprendre le fond de leurs pensées. Donc il s'agit ici de se rendre accessible et de se mettre au même niveau qu'eux et de descendre de notre piédestal. Pour expliquer aux enfants la démarche philosophique, vous pouvez utiliser l'image du château de sable. Pour construire son château, il faut de la matière. Il faut creuser dans le sable pour avoir le matériel nécessaire à une belle construction. Plus on a de matière, plus l'édifice est grandiose. Et les idées et les arguments sont la matière première nécessaire à la construction d'une pensée critique. Il faut donc apprendre à creuser la réflexion pour obtenir assez de matériel. Il est essentiel de préciser que la recherche se fait en commun, il n'y a donc pas de gagnant. Ça marche également si vous êtes à la maison. L'enfant que vous allez questionner va pouvoir vous donner des réponses, des idées, vous allez le questionner pour l'aider à argumenter, mais vous pouvez également faire appel donc aux frères, aux sœurs en précisant qu'il ne doit pas y avoir de gagnant en particulier, mais simplement un échange d'idées et d'arguments. Les idées émises pendant ces moments d'atelier philo ou de discussion philosophique doivent être détachées de l'ego pour être partagées sereinement. Une idée est une balle au centre. Une fois sortie de soi, c'est important de la considérer comme une offrande aux autres et d'abandonner le désir qu'elle reste sienne, sous peine de chercher à la défendre bec et ongles sans ouverture d'esprit. Mon idée devient notre idée et nous devenons une communauté de recherche. Au lieu de développer l'esprit critique, l'attachement aux idées développe l'esprit de contradiction. L'esprit de contradiction cherche à nier l'autre par principe. C'est une attitude de défense qui empêche la remise en question de ses propres idées. Donc, tous les moyens seront bons pour justifier son idée. On va se braquer, on va chercher des arguments pour la défendre et faire appel à des sophismes, donc je mets arguments entre guillemets. Les sophismes auxquels on peut faire appel, ça va être le biais du nombre, nous sommes la majorité à penser ça, donc c'est vrai. L'appel à la tradition, on a toujours fait comme ça. Des arguments d'autorité, je l'ai entendu à la télé ou un tel l'a dit. L'attaque à la personne, où on va essayer de décrédibiliser le discours de l'autre en prenant, pour exemple, des choses qu'il fait ou en s'attaquant à qui il est, ce qui en général coupe le débat à court parce que l'autre du coup a envie de se défendre. Il y a encore beaucoup d'autres sophismes et mauvais, faux arguments. Le point d'orgue final est je suis libre de penser ce que je veux. Quand on a envie de défendre son idée bec et ongle, on va utiliser cette phrase qui veut absolument rien dire. Je suis libre de penser ce que je veux. Honnêtement, à quoi bon penser seul? Pourquoi s'attacher à une idée si elle est finalement fausse ou mal argumentée? Tout simplement parce que c'est notre ego qui s'y attache. L'inconfort de ne pas savoir expliquer son idée peut générer l'envie de cesser toute conversation. Car changer d'avis, c'est désagréable. On y met des jugements, on pense que l'autre nous juge négativement, alors que c'est pas nécessairement le cas. Mais il y a des astuces. Tout dépend de la façon dont vous allez présenter la chose, et il va falloir mettre en place et en pratique les règles nécessaires au départ, tout en restant bienveillant et en accompagnant l'enfance dans ce processus d'apprentissage. Vous allez donc définir leur rôle dès le début de l'atelier ou en préambule d'une discussion en famille. Les enfants sont là pour réfléchir ensemble. Cependant, avec un grand nombre de participants, cet exercice peut s'avérer difficile. Pour aider les enfants à comprendre que l'atelier n'est pas une compétition mais plutôt une enquête collective, c'est important de clarifier leur rôle dès le début. Ces conseils fonctionnent dans le cadre familial. Ils ont pour objectif de se mettre dans la peau de détectives qui vont enquêter sur les mystères de la vie. Ils vont devoir travailler en équipe, s'entraider et se soutenir. Et pour faire avancer l'enquête, c'est important d'essayer d'apporter des idées nouvelles ou d'aider quelqu'un à clarifier sa pensée. Pour favoriser l'émergence d'une telle communauté, vous devez être impartial avec les enfants et ne pas favoriser une idée plus qu'une autre. Ça marche également en fratrie. Ça signifie de prêter attention à plusieurs choses. Déjà, demandez systématiquement à un enfant pourquoi il pense ceci. Peu importe son idée, qu'elle vous plaise ou non, elle n'aura de valeur que lorsqu'elle sera argumentée.
Ensuite, si vous êtes d'accord avec l'idée de l'enfant, prêtez attention à votre attitude. Si vous ne faites que valider son idée, vous allez le privilégier au détriment de ceux qui auront des idées contraires. Or, tout le monde doit bénéficier du même traitement, à savoir que tout le monde doit apprendre à penser. Lorsqu'on est face à son enfant, on peut l'inviter à explorer l'envers de sa position en lui demandant si dans certaines situations, ce qu'il avance ne fonctionne pas. Dans le cadre d'ateliers philo, faites appel au groupe en demandant qui n'est pas d'accord, même si vous chérissez l'idée qui a été apportée. Et en cas de consensus, invitez également à explorer l'envers de la position des enfants. Une des difficultés dans l'animation philo est de se dire « je ne sais pas quoi faire de leurs idées consensuelles, donc je ne fais rien », ou bien de se dire « je dois accueillir pleinement leurs idées et ne pas chercher à les faire changer d'avis ». Or, examiner l'envers d'une position permet bien souvent de nuancer ces idées catégoriques et de les clarifier. C'est une technique de questionnement importante qui permet de prendre conscience que tout n'est pas si évident. Et de cette nuance, peuvent émerger les problèmes philosophiques qui permettent de penser les enjeux de l'humanité. Donc vous pouvez accueillir les idées des enfants dans le sens où vous vous y attendiez pas, mais la méthode de traitement des idées, c'est votre outil pour traiter toutes les idées, quelles qu'elles soient. Il faut respecter certaines conditions pour favoriser l'émergence d'une pensée construite et collective. Des règles doivent être mises en place pour garantir un cadre rassurant et sécurisant pour les enfants en respectant leurs besoins communs pour oser prendre la parole en public. Les moqueries sont interdites. Des enfants en atelier philo ont réfléchi aux sanctions en cas de moquerie. Je précise que la sanction n'est pas forcément punitive, elle peut être une conséquence naturelle, un repositionnement face à des attitudes répréhensibles. Les enfants ont décidé, face aux moqueries, d'encourager l'enfant moqué au lieu de donner du crédit à l'enfant qui se moque. L'écoute est indispensable car on crée une communauté de recherche. On ne peut pas réfléchir ensemble si on ne s'écoute pas. Et cette écoute doit être incarnée dans votre posture. Si vous-même ne faites pas preuve d'écoute, que vous vous focalisez sur vos idées pensant qu'elles viendront enrichir celles des enfants, vous prendrez la mauvaise route. Car vous ne leur apprendrez pas à penser par eux-mêmes. Les enfants ne seront pas dupes, ils le sentiront et recommenceront à vous donner des réponses séduisantes pour vous montrer qu'ils savent, pour être validés par les autres et aussi pour qu'on les laisse tranquilles. Les règles de la communauté de recherche peuvent être co-construites avec les enfants et réévaluées de temps en temps en cas de dysfonctionnement pendant l'atelier. Donc faites un débrief en fin d'atelier pour mettre en lumière les dysfonctionnements et proposer ensemble des règles plus adaptées. Parfois la règle est adaptée mais non respectée. Il faut donc échanger sur ce qui empêche le respect de ces règles et travailler nos attitudes. Je vous donne 3 exemples de mise en place du cadre, le premier étant l'image du tir à la corde. Cette image m'a été proposée lors d'un coaching par l'association Graines de Penseurs qui propose donc cette activité aux enfants. Merci Caroline et Céline pour ce précieux outil. Tendez un fil qui passe de main en main et demandez à l'un d'entre eux de tirer fort sur ce fil. Bien, que se passe-t-il? Un déséquilibre. Pour garantir l'équilibre, il faut une répartition équitable de la parole et il ne doit pas y avoir de vainqueur en atelier philo. Johanna Oken préconise de tendre un fil d'une bouche à une oreille pour symboliser l'écoute. Elle demande aux enfants également de tourner leur corps vers la personne qui s'exprime. Regarder celui qui s'exprime encourage l'écoute attentive. Et celui-ci, c'est mon outil que j'appelle donc la balle au centre. Vous pouvez prendre une petite balle en mousse. À partir d'un sujet donné, vous allez soit proposer une idée, soit proposer une question et passer la balle à l'enfant qui est à côté de vous. L'enfant peut répondre à la question ou exprimer son accord ou son désaccord avec l'idée. Il passe ensuite la balle à son voisin qui en fait de même. Vous, pour le moment, vous ne posez aucune question. La balle représente l'idée de départ qui circule de main en main et qui va évoluer au fil des échanges. À la fin, vous pouvez demander aux enfants d'exprimer ce qu'il s'est passé pendant que la balle circulait et réfléchir ensemble à l'évolution de l'idée de départ. Votre objectif est de garantir une bonne circulation de la parole de façon équitable. Maintenant que le cadre et les enjeux de l'atelier sont posés, comment faire réfléchir les enfants sans influencer en étant impartial ? Il est possible de vouloir faire réfléchir les enfants sans les influencer, mais le faire involontairement ou par manque de connaissances. Il peut également arriver qu'on interroge l'enfant pour le faire changer d'avis ou parce que sa réponse nous attriste.
Cependant, c'est pas l'objectif d'un atelier de philosophie. Il y a une subtile différence entre faire réfléchir à une idée et à son contraire et influencer l'enfant. Et cette différence réside dans la qualité des questions posées. Les questions que vous allez poser peuvent induire des présupposés, qui ne posent pas de problème en soi si on les interroge. Mais les prendre pour évidents et s'ils correspondent à votre vision des choses, peut nuire à une réflexion personnelle. La clé pour animer des débats constructifs, c'est commencer par poser la question « Pourquoi ?». De nombreux animateurs et enseignants se contentent d'élaborer une liste d'idées sans inciter les enfants à argumenter. Pourtant, pour approfondir une idée, il est important de poser des questions et de favoriser la réflexion. Pourquoi est donc la première étape ? Elle n'est pas suffisante, mais elle est la clé de voûte. Pour débuter en philosophie avec les enfants, on peut très bien commencer par se concentrer sur notre capacité à poser cette question. Car même si elle semble évidente, elle n'est pas assez mise en application, je le vois dans mes formations. Il faudra ensuite développer une série de questions pour explorer les différents aspects de l'argumentation. La pertinence d'une idée dépend de sa justification. Il est important de remettre en question ce qui semble justifié et ce qui ne l'est pas à vos yeux afin de garantir l'équité entre tous et d'éviter le favoritisme. Lorsqu'un enfant répond à la question « Pourquoi ?», il pose les fondations de la philosophie. Les arguments sont les fondements de la réflexion et le point de départ pour philosopher. Un enfant peut répéter une leçon apprise, mais c'est en questionnant l'argument qu'il peut approfondir ses idées et leur donner du sens. Voici des exemples de questions à éviter. Tu ne penses pas que... Dans ma question, je donne une réponse implicite, celle qu'il faudrait peut-être penser que. Si je dis à un enfant, ne penses-tu pas qu'il serait mieux de... Je souligne qu'il existe une meilleure façon de penser, au lieu de souligner qu'il y a une autre façon de penser. C'est dogmatique. Alors comment encourager la création de multiples idées ? Leur demander de proposer des hypothèses. Vous avez d'autres hypothèses ? En encourageant les autres à partager leurs idées, vous vous assurez de rester impartial et que chacun participe à cette recherche commune. Il est essentiel de reformuler les propos de l'enfant pour bien comprendre son idée sans la surinterpréter avec votre biais. Et l'hypothèse est une idée en suspens qui demande à être examinée, elle n'a pas valeur d'affirmation. Vous pouvez également examiner les raisons. A-t-on de bonnes raisons d'agir ainsi ? Demandez à l'enfant de donner une raison pour soutenir son idée. Donc ça, c'est le pourquoi. Évaluez avec lui si cette raison est valable et pourquoi. Bon, quand je dis évaluer, c'est pas vous qui allez évaluer, évidemment, c'est l'enfant et les autres. L'objectif est d'encourager l'enfant à réfléchir à sa propre idée. En examinant les raisons, on ne va pas rejeter l'argument de l'enfant sans considération. On accepte sa raison initiale, que lui va juger bonne a priori, et on la considère avec le groupe. Mais si on réalise ensemble qu'elle est bonne ou mauvaise, ça va nous permettre de nuancer le jugement. Alors cette question, elle n'est pas posée automatiquement. J'ai remarqué dans ma pratique qu'elle est plus souvent posée quand il s'agit d'action, de choix, de morale. Examiner les situations et les limites. Est-ce qu'il y a des situations où ça ne fonctionne pas ? Examiner les situations aide à affiner sa réflexion et à la nuancer. L'idée originale peut ne pas être la solution finale à un problème donné, donc ça nécessite réflexion. Cette approche permet d'analyser différentes hypothèses et de les intégrer dans divers contextes en vérifiant leur pertinence. L'enquête est plus importante que la réponse. Bien que cela prenne plus de temps, l'objectif n'est pas de parvenir à une réponse qu'on va considérer satisfaisante. Il s'agit plutôt d'encourager l'enfant à réfléchir par lui-même sur les limites de son discours et les problèmes qui en découlent. Dites-vous bien qu'un enfant qui pense une idée, c'est une idée à un instant T. Il ne va pas réfléchir au mensonge et à la vérité de la même manière à 6 ans, qu'à 12 ans, qu'à 20 ans, qu'à 45 ans. Donc rassurez-vous sur le fait que les idées vont évoluer avec ses expériences et que ce sont des sujets auxquels il va réfléchir finalement toute sa vie. Donc c'est pas parce que à 10 ans, un enfant vous dit qu'il préfère taper sa sœur quand elle ne l'écoute pas, que ça signifie qu'il va penser ça toute sa vie. Il est fort probable que grâce à l'atelier philosophie, il change sa vision des choses et qu'il change également sa vision des choses en grandissant. En fait, il faut apprendre aux enfants à penser et pas seulement à répondre. Et penser, ça prend plus de temps que répondre.
C'est aussi très important de poser des questions avec précaution pour ne pas réfuter les propos de l'enfant qui a une histoire personnelle et une bonne raison de s'exprimer. Si vous questionnez avec vos convictions, vous risquez de réprimer sa parole et de l'empêcher de s'exprimer librement. Ça peut être difficile, mais c'est essentiel de laisser de côté nos émotions et nos jugements lorsqu'on parle avec les enfants. Si l'enfant semble être d'accord avec votre point de vue, eh bien il peut le faire pour vous faire plaisir ou parce qu'il a peur que ses propres pensées ne soient pas valables. Encore une fois, à part le rendre dépendant de vous, je ne vois pas le bénéfice de cette démarche. Donc il y a 3 types de questions essentielles en philosophie. La question philo, les questions pour raisonner et la problématisation. On peut imaginer que ces questions se suivent d'une certaine façon dans l'animation de l'atelier philo. La question philo, elle va introduire la réflexion. Les questions pour raisonner vont garantir le raisonnement. Et la problématisation va permettre de saisir l'enjeu d'une discussion. Alors, la question philosophique, en général, c'est une question qui est courte, ouverte, claire et contestable. Elle peut porter sur une ou 2 notions. Plus on aborde de notions, plus ce sera complexe à traiter. Donc je vous donne un exemple. La question c'est quoi l'intelligence porte sur une seule notion, l'intelligence. En revanche, la question qu'est-ce qu'une vie réussie porte sur 2 notions, la vie et la réussite. Donc ça fait quand même 2 concepts à définir en amont pour savoir de quoi on va parler. La première question va nécessiter donc de définir ce qu'est l'intelligence en cherchant des exemples et des critères pour en donner une définition. La seconde question exigera de s'accorder sur le sens des termes vie et réussite pour les mettre en relation et sur les présupposés qu'elle contient. Parce que pour aborder cette question, faut déjà demander ce qu'on entend par une vie réussie. Est-ce que c'est une vie réussie d'un point de vue professionnel, social, personnel, en fonction du regard des autres ? Cette question, elle suppose également qu'on puisse définir ce qu'est une vie réussie. Donc il y a un fort présupposé aussi, c'est qu'on peut rater sa vie. Donc il y a énormément de questions qui sont ouvertes simplement dans cette question qui peut rendre la réflexion floue. Donc je dirais que finalement, il faut accepter que avant de répondre à la question qu'est-ce qu'une vie réussie, on réponde à tout un tas de questions qui seront utiles pour répondre à la première. Donc questionner pour raisonner va aider à structurer la réflexion et à creuser la réflexion pour donner matière à enquêter. Donc, vous avez des questions comme est-ce que tu as un exemple ? Qui a un contre-exemple ? Peut-on comparer ça à ça ? Elles ne comportent pas en elles-mêmes une notion philosophique, mais elles fournissent des points de départ méthodiques pour une réflexion structurée. Et j'ai même envie de vous dire qu'elles vous facilitent la vie. Parce que relancer d'un point de vue philosophique, c'est pas si évident que ça. Quand vous êtes au milieu de l'atelier, si à chaque fois vous deviez relancer avec des questions philo, courage. Il y a donc un double avantage. Ça vous donne une méthode pour vous soulager d'une pression à sans cesse trouver des questions philosophiques ou problématiques, mais surtout, ça permet de creuser une réflexion et de ne pas se contenter d'un listing d'idées. Quand vous utilisez ces questions, vous pouvez creuser une idée sans vous égarer et ouvrir trop de portes à la fois, parce qu'une question philosophique, ça ouvre des portes sur un royaume immense. Donc, je vous donne un exemple. Lors d'un atelier que j'ai animé sur l'utilité des objets, certains enfants considéraient une montre comme utile et d'autres comme inutile. Si pour un enfant, porter une montre en classe l'aide à gérer son impatience alors que pour d'autres cela ne sert à rien, que peut-on en déduire ? C'est ça ma question en fait. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Ça, c'est une question à poser qui va permettre justement de sortir du relativisme. Je veux dire, bien sûr que pour toi la montre c'est utile et pour toi la montre c'est pas utile, soit. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? Eh bien, les réponses impliquent que le jugement de l'utilité d'une chose est relatif à nos besoins et nos expériences. Si l'utilité d'une certaine chose est relative à chacun, est-ce qu'il y a des choses qui sont universellement utiles ? Est-ce qu'une montre peut toutefois être utile si elle est inutile pour quelqu'un ? Donc utile en fait d'un point de vue objectif. Cette question, elle permet de passer de l'exemple à une réflexion plus générale en fait. La question pour problématiser. Les enjeux sont les éléments clés à prendre en compte. Les enjeux philosophiques sont souvent présents dans les conflits de valeurs et les débats. Il est important d'analyser les arguments et les contre-arguments pour les déterminer et garantir la philosophisité du débat. Donc je vous donne un exemple. Considérons que toutes les idées ont de la valeur et qu'il est important de les accepter car elles enrichissent la société. Cette idée revêt l'apparence d'une tolérance souhaitable, néanmoins hypocrite.
Certaines idées comme le racisme sont inacceptables. Est-il alors possible d'accepter toutes les idées? Les idées inacceptables peuvent-elles faire notre richesse? Parce que juste avant, je disais justement qu'il est important d'accepter toutes les idées et les différences d'idées parce que ça enrichit notre société. Partant de ce principe, est-ce qu'une idée jugée inacceptable comme le racisme peut faire notre richesse? Là, on voit qu'il y a un bon problème qui est posé. Cette question, elle est délibérément provocante. Elle choque et elle surprend, et c'est ce qui permet de susciter une réflexion et de sortir des idées préconçues et de la bien-pensance pour mieux appréhender notre monde. Dans vos ateliers, il faut également créer de l'interaction entre les enfants et leurs idées. Pour ça, il vous faut une méthode de questionnement efficace. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de créer une interaction? Parce que les enfants doivent apprendre à dialoguer entre eux. Malheureusement, les échanges actuels manquent souvent de considération pour les propos de l'autre. Trop souvent, chacun s'exprime sans tenir compte des idées des autres en utilisant la phrase « je suis libre de penser ce que je veux ». Mais qu'est-ce qu'une idée sans relation avec l'autre? Apprendre à dialoguer ensemble, c'est devenir citoyen, car il faut faire des efforts pour comprendre les autres et favoriser l'empathie. Ça, c'est une source d'enrichissement. L'empathie, c'est une qualité qui se pratique. Pour la développer chez les enfants, il est important de les aider à écouter les autres. Et ça marche en reliant les idées entre elles et en trouvant l'enjeu philosophique sous-jacent. Et c'est possible de favoriser des interactions positives. Un atelier de philosophie n'est pas une simple conversation. Les enfants ne sauront pas aider à penser par eux-mêmes ou à chercher des réponses ensemble si chacun se contente de dire ce qu'il pense. De plus, un enfant qui s'exprime peut facilement cesser d'écouter les autres une fois qu'il a fini de parler. C'est pourquoi il est crucial de trouver des questions qui encouragent les interactions entre les idées. Lors d'un atelier philo animé en école, une jeune fille bavardait avec ses voisines. Elle avait participé quelques minutes plus tôt en répondant à une question que j'avais posée. Je lui ai donc fait remarquer que les autres l'avaient écoutée et que c'était à son tour d'écouter selon les règles que nous avions fixées ensemble. Sa réponse: non mais c'est bon, j'y ai déjà dit ce que j'avais à dire. Il faut créer de l'interaction entre les idées. Donc déjà, certes, on a dit ce qu'on avait à dire, mais est-ce qu'on est capable de reformuler ce que les autres ont dit? Est-ce qu'on est capable d'en tirer un enseignement? C'est plein de questions qu'on peut se poser. Vous pouvez donc, pour créer de l'interaction, demander d'autres hypothèses et qui n'est pas d'accord. En confrontant les deux arguments, vous pourrez mettre en lien les idées des enfants. En demandant qui n'est pas d'accord, on peut également vérifier la qualité de l'écoute en faisant cette petite expérience. On revient sur l'idée de l'enfant qui a parlé en premier et on lui demande « Est-ce que tu as compris pourquoi un tel n'est pas d'accord avec toi? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Petite astuce pour vérifier que tout le monde s'écoute. Cette mécanique est importante mais négligée parce qu'on a peur d'ennuyer les enfants. Mais l'ennui fait partie de la réflexion et elle doit s'apprivoiser. Tout ne nous intéresse pas. Donc à vous de mettre en lumière l'utilité de ce va-et-vient qui permet d'apprendre à clarifier sa pensée. Si vous le faites au début, vous aurez peut-être moins besoin de le faire puisque vous aurez appris aux enfants à s'écouter et à formuler clairement leurs idées. Les enfants en atelier philo commencent par s'exprimer, ils tentent de répondre à la question posée. Parfois c'est pas le cas, ils disent simplement ce qu'ils ont envie de dire. Donc là aussi, il y a une compétence à développer. Pour vous, c'est de repérer les réponses qui ne répondent pas à la question. Et pour les enfants, c'est de leur apprendre à répondre aux questions. En l'absence de réponse, ils peuvent écouter les autres pour avoir matière et participer à la discussion. Les enfants qui parlent ne réfléchissent pas nécessairement. Et les enfants qui ne parlent pas peuvent être en train de réfléchir. La prise de parole n'est pas un critère valable pour juger de la réflexion d'un enfant. Le fait qu'ils soient réunis en groupe ne garantit pas qu'il y ait un échange non plus, ni qu'il y ait de l'écoute, ni que ça les aide à ouvrir leur esprit. Seule la qualité du raisonnement compte, la qualité des interactions et les outils que vous allez mobiliser pour vérifier la qualité du raisonnement et la qualité d'écoute. Sinon, on risque de tomber dans le relativisme où toutes les idées se valent et où personne ne valorise l'idée de l'autre. Petit aparté, si vous sentez que les enfants répondent très rapidement à une question, ça peut indiquer que l'atelier a survolé les enjeux philosophiques et que les enfants n'ont pas eu la chance de développer leur réflexion. Si vous remarquez que les enfants ont des réponses hors sujet ou que les ouvertures sont trop vastes, ça peut signifier que vos questions introduisent de nouveaux concepts qui ouvrent trop de portes et ne permettent pas l'introspection des idées. Dans tous les cas, il est important de progresser pas à pas et d'être méthodique pour creuser une idée avant de passer à une autre. Pourquoi est-ce qu'il faut argumenter?
Vous pouvez expliquer aux enfants que certains arguments ne rendent pas justice à leurs idées de départ. Donc le problème ne réside pas tant dans l'idée que dans sa justification. De mauvais arguments peuvent soutenir une idée intéressante. Examiner ces arguments permet de renforcer l'idée et de lui donner du sens. C'est la raison pour laquelle vous leur posez des questions, pour déjouer les arguments fallacieux, faux, qui rendent le raisonnement bancal. Encore une fois, ils sont là pour apprendre à réfléchir, donc transmettez-leur des outils de réflexion, pas des idées. Encore une fois, ils sont là pour apprendre à réfléchir, donc transmettez-leur des outils de réflexion, pas des idées. Vous avez défini votre rôle et le leur, amélioré votre posture, clarifié vos intentions et travaillé sur vos questions. Vous avez réfléchi ensemble au cadre sécurisant, vous vous êtes concentré sur la qualité d'écoute pendant l'atelier. Maintenant, il est temps de réfléchir aux outils ludiques à utiliser pour transmettre votre amour de la réflexion. Vous pouvez également envisager les objectifs pédagogiques que vous souhaitez atteindre à travers ces outils. Il est important d'utiliser un support inducteur lors d'un atelier philo et vous pouvez également le faire à la maison, utiliser des films, des albums jeunesse, des images quand vous faites une visite au musée également. Tout est prétexte à réfléchir. Ça permet aux enfants de prendre du recul par rapport à leur propre expérience. Pour éviter que les exemples personnels ne monopolisent la conversation, c'est crucial d'aider les enfants à prendre de la distance avec leur propre vécu. Et les histoires qui impliquent d'autres personnages sont un excellent moyen d'y arriver. Donc, vous avez différents supports accessibles, l'album jeunesse, le court-métrage, le photolangage, les expériences de pensée, les dilemmes moraux, les mythes, les jeux, la création artistique. Dans le cours en ligne gratuit, vous trouverez le lien en description de la vidéo pour y accéder. Vous avez donc 1h20 de vidéo en ligne, ensuite un guide PDF et 4 activités ludiques. Pour passer de la théorie à la pratique, vous trouverez justement des exemples de méthodes sur certains supports qui vous permettront de développer des compétences et des habiletés de pensée chez les enfants, le tout en faisant quelque chose de sympathique et de ludique. Cependant, lire un livre avec les enfants ne garantit pas que vous les ferez réfléchir en profondeur. Pour chaque support, il est important d'être méthodique et de suivre ces étapes. Premièrement, déterminer l'objectif pédagogique que vous souhaitez atteindre. Ça implique de viser des compétences de réflexion spécifiques et de transmettre les outils nécessaires pour comprendre les enjeux du support, de viser des habiletés de pensée et de prendre en compte les enjeux soulevés par le support. Ça, en fait, je vous en ai donné l'exemple plus tôt avec des questions qui aidaient à raisonner. Donc, par exemple, vous pouvez très bien choisir un support qui aide à définir un concept comme la vie, la mort, la réussite. Pour viser des habiletés de pensée, vous allez utiliser justement des questions qui vont vous aider à raisonner. Est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu as un contre-exemple? Est-ce qu'on peut comparer ça à ça? Est-ce que ça fonctionne dans toutes les situations? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles ça ne fonctionne pas? Et prendre en compte les enjeux soulevés par le support, c'est de voir finalement, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'est-ce qui nous réunit tous ensemble et qui nous permet d'échanger sur les enjeux universaux présents dans le support. Le support créatif allié à une méthode de réflexion garantit un bon apprentissage de la pensée critique. Donc le support juste pour le côté ludique, c'est pas suffisant. L'utilisation des albums de littérature jeunesse nécessite une réflexion sur leur utilisation ainsi que sur les présupposés qui y sont liés. Par exemple, le livre pour enfants La gigantesque petite chose peut être utilisé de plusieurs façons. On peut faire une enquête avec le titre. On regarde l'image de couverture et les pages du livre, sauf la dernière qui va nous dire finalement ce qu'est la gigantesque petite chose. Donc pendant toute l'histoire, on ne sait pas ce qu'est cette gigantesque petite chose. Donc en fait, le livre en soi, il invite à enquêter. En revanche, dans le livre Le lapin m'a écouté, c'est préférable de se concentrer sur les personnages, leurs attitudes et de poser des questions auxquelles le livre ne répond pas et de formuler des hypothèses. Et dans d'autres livres qui ont un message clair, c'est possible de se concentrer sur les présupposés de l'auteur pour les questionner et ouvrir le débat. Donc en fait, ça va dépendre. C'est pour ça que c'est super important pour vous d'apprendre et d'être méthodique. Vous en découvrirez plus dans le cours en ligne gratuit, justement, pour savoir comment est-ce que vous allez animer un album jeunesse, rien que ça, et de ne pas vous contenter simplement d'en faire une lecture et de fermer le livre et de passer à une question philosophique. Donc savoir qu'il y a une variété
de supports, ça implique deux choses intéressantes. Premièrement, c'est qu'il existe une grande richesse de supports à utiliser pour introduire vos ateliers, ce qui est encourageant car vous pouvez choisir ceux qui vous inspirent le plus, ceux adaptés aussi au lieu d'intervention ou ceux que vous avez à la maison. Deuxièmement, avec la bonne méthode, vous pouvez animer ces ateliers tout en garantissant leur caractère philosophique. Cela dit, c'est important de bien préparer vos ateliers de philosophie pour que le support soit vraiment utile et pas seulement un prétexte ludique pour capter leur attention. Alors non, les parents, vous n'allez peut-être pas préparer votre atelier, vous allez simplement découvrir des outils dont vous pouvez vous munir en fait en improvisation et en regardant, tout simplement en lisant l'histoire avec votre enfant. Donc ça, vous pouvez l'apprendre par contre. L'improvisation de votre animation, honnêtement, ça mènera pas loin. Une bonne préparation est essentielle. Donc, certes, il faut savoir accueillir l'imprévu et le propos de l'enfant, mais il ne faut pas se contenter de recueillir la parole au risque de passer à côté des enjeux philosophiques de la pensée. Il y a environ 4 ans, j'ai animé un atelier sur la peur, pour lequel j'avais 10 supports vidéo. Mais la préparation des ateliers me prenait trop de temps et j'avais un job à mi-temps au tout début que je lançais mon activité. Donc j'y suis allée, je me suis dit, je suis une philosophe, je vais m'en sortir, j'ai un bagage philo, j'ai un master philo, ça va aller. Mais après 15 minutes d'atelier, je suis restée bloquée, je savais plus quoi faire. J'ai reçu des réponses générales et j'ai pas su approfondir le sujet parce que je n'avais pas réfléchi à l'avance. C'est comme ça que je me suis engagée auprès de moi-même à préparer tous mes ateliers et à travailler méthodiquement pour être efficace sans passer des jours et des heures entières à me préparer. Donc comment préparer un atelier philo ? La préparation d'un atelier consiste pas seulement à réfléchir au sujet qu'on va traiter. Pourquoi ? Parce qu'on peut être influencé par nos présupposés et ne pas réfléchir de manière globale. Par conséquent, notre préparation ne sera qu'une simple réflexion personnelle qui ne vise pas à explorer le sujet en profondeur. Donc pour travailler efficacement sur le sujet, c'est important d'adopter une attitude critique envers soi-même. Voici des étapes clés pour une préparation optimale. Je précise que ça reste très succinct comme présentation, puisque c'est une vraie partie de formation. Et vous en trouverez un détail, un exemple plus concret dans le cours en ligne gratuit. Donc, les étapes clés pour une préparation optimale. Identifier les compétences de réflexion à développer, choisir un support et une méthode adaptée aux compétences visées, identifier ses présupposés, les remettre en question et élargir le questionnement pour ne pas influencer. Donc ça, on l'apprend notamment, c'est tout un pan de la formation de l'académie. Pourquoi il faut apprendre à se remettre en question ? En fait, il faut réfléchir sur ses idées comme un miroir réfléchit notre image. Pour ne pas influencer les enfants, c'est crucial de remettre en question nos propres pensées. C'est important de remarquer nos préférences dans nos réponses et les idées qui y sont liées, car elles correspondent à nos propres croyances. Dans la formation d'ailleurs, j'ai trouvé ça super, les participantes, elles ont vraiment pris plaisir à enquêter et à penser l'inverse de ce qu'elles pensaient, et elles ont vu à quel point les choses étaient plus complexes, qu'il y avait besoin de les nuancer. Il y avait des questions qui émergeaient auxquelles elles ne s'étaient jamais préparées, auxquelles elles n'avaient jamais réfléchi. Ça a été en fait tout simplement un enrichissement personnel. Pareil, quand on choisit ces supports inducteurs, en vrai, ils ne sont pas déconnectés de vos préférences. Donc, il faut apprendre à choisir un support pour ce qui nous permet de faire travailler comme compétence, et pas seulement parce que l'idée nous séduit. Et en plus, quand vous êtes capable de repérer des présupposés et de les questionner, eh bien, vous êtes capable d'utiliser le support comme tremplin de réflexion et pas comme leçon de morale. Donc, c'est très très important d'apprendre à ouvrir son questionnement, surtout quand on veut en faire son métier. Vos pensées vous sont propres, vous devez en prendre conscience pour ne pas influencer les enfants dans leur réflexion. Il faut donc penser par vous-même dès la préparation de vos ateliers philo. Il faut également observer à quel point le monde est nuancé et comporte des différences. Donc pour accueillir ces différences, on doit exercer à les faire émerger et faire preuve d'ouverture d'esprit. Parce qu'on n'est pas si ouvert d'esprit qu'on le pense en fait. Donc les 3 étapes clés pour y parvenir: penser contre soi-même. Lorsqu'une question se pose, tentez de répondre en envisageant des idées contraires aux vôtres, en trouvant des contre-exemples et des contre-arguments. Utilisez des questions pour raisonner et identifier les concepts centraux, les définir et les distinguer pour donner du sens à l'ensemble.
Alors, il y a un écueil dans la préparation d'ateliers, surtout quand on débute et qu'on a besoin d'être rassuré. Il faut surtout pas essayer de coller sa préparation à l'atelier philo avec les enfants. Votre préparation doit vous aider à apprendre à creuser une idée et un argument. En fait, c'est votre hygiène de vie. C'est votre séance de sport avant la représentation. C'est pour vous échauffer, mais c'est pas une répétition avant le récital. Se préparer à l'imprévu peut sembler contradictoire, mais s'entraîner et développer les bons outils vous permettra de structurer la réflexion des enfants, peu importe le contenu qu'ils vous apportent. Le processus peut sembler énorme et à certains égards, il est, et j'ai envie de dire, c'est ce qui va rendre la pratique enrichissante, ce qui fait que vous ne vous ennuierez jamais. Cependant, une fois que vous avez les éléments théoriques nécessaires pour démarrer, n'hésitez surtout pas à vous lancer. La pratique et le temps vous permettront de progresser, mais n'oubliez pas de vous former. La pratique est exigeante et on a besoin, pour qu'elle se démocratise, qu'elle soit sérieuse. Donc, se lancer sans se former un minimum, c'est prendre le risque de retirer à la philosophie ses lettres de noblesse, la dévoyer et en faire un peu une pratique de saltimbanque, alors qu'elle défend des intérêts majeurs, et qu'on se le dise aujourd'hui, la philosophie pour enfants est considérée comme une pratique de saltimbanque. Si vous êtes méthodique et que vous faites des choix éclairés, vous avez plus de chances de réussir votre atelier. Les retours des participantes à mes formations témoignent de l'importance de la préparation qui a changé leur pratique et renforcé leur assurance, leur permettant de guider plus efficacement la réflexion. C'est crucial d'apprendre à être méthodique, à utiliser les outils de pensée, à être souple et capable d'accueillir l'imprévu. Même l'imprévu peut être géré de manière confortable si vous avez la capacité de bien questionner, de creuser et d'exploiter une idée. Donc si vous ne préparez pas votre atelier, vous risquez de devenir dogmatique dans votre approche du sujet et ça peut entraver votre capacité à développer l'ouverture d'esprit des enfants, qui est un des objectifs de la philosophie pour enfants. Il est essentiel de ne pas vous mettre une pression excessive, de ne pas chercher à être parfait ou parfaite et de vous dire que vous apprendrez en même temps que les enfants. Les enfants n'ont pas de bagage philo, vous non plus. Génial, vous allez pouvoir progresser ensemble. Ça peut être un long processus, donc soyez gentil avec vous-même. Apprenez à marcher avant de courir. Vous ne demanderez jamais aux enfants de maîtriser tous les outils de la pensée en une seule fois, donc avancez pas à pas. Dans le cours en ligne, vous trouverez également un plan de progression avec les choses à apprendre et les points de vigilance, ce sur quoi vous allez porter toute votre attention dans les ateliers philo pour pouvoir apprendre tout simplement tranquillement à votre rythme et progresser en même temps que les enfants sans nuire à la qualité de vos ateliers philo. Donc prenez les choses étape par étape. En ce qui me concerne, j'ai suivi plusieurs formations qui se sont avérées très utiles et enrichissantes. Mais j'ai atteint un point où j'ai commencé à me sentir perdue et incertaine de mes capacités à animer une séance. Je me suis rendu compte que je voulais tout maîtriser en même temps, mais qu'il y avait trop d'outils à assimiler. Je ne suis pas la seule. Les participantes qui ont suivi mes formations, pour certaines qui étaient déjà expérimentées, ont eu en fait le même problème. Elles ne savaient plus quoi faire une fois qu'elles avaient beaucoup d'outils. Elles ont repris justement le système de progression pas à pas, tout s'est décanté et elles prennent un plaisir dingue. J'ai également récemment une participante qui elle anime depuis 2016, donc elle avait commencé avant moi, qui est venue à une formation et qui m'a dit que la formation l'avait chamboulée, tout simplement parce que le fait de préparer ses ateliers, elle prépare 10 fois moins de temps ses ateliers qu'avant d'ailleurs, donc c'est vraiment génial en termes de gain de temps, c'est super. Parce qu'elle est devenue méthodique. Et le fait de penser en habileté de pensée, ça a révolutionné sa pratique. Donc c'est pour ça que je vous dis en fait, formez-vous à être méthodique. Ce sont des outils qui vous permettront après de développer votre tonalité, votre personnalité. Vous n'allez pas faire du Nadia si jamais vous faites une formation. Il ne faut surtout pas d'ailleurs essayer de copier les autres, ça ne fonctionnera pas du tout. Mais en fait d'avoir tout simplement une structure, un socle, des bases, des fondations pour pouvoir construire votre édifice. Donc dans ma pratique, j'ai pris du recul, j'ai réfléchi. Je ne demandais pas aux enfants de tout savoir, donc j'ai décidé de progresser pas à pas en me concentrant sur chaque atelier. J'ai commencé par me demander pourquoi les enfants disaient ce qu'ils disaient. Puis j'ai travaillé sur l'interaction entre eux. Donc au début, je me disais tout simplement pourquoi. Après, est-ce que tu as un exemple, un contre-exemple? Une fois que je savais demander aux enfants et que c'était devenu un automatisme de leur demander des exemples et des contre-exemples, j'ai vérifié si ces exemples étaient pertinents. Et j'ai continué ainsi en travaillant les habiletés de pensée les unes après les autres. Alors,
Bien que certaines lacunes soient apparues pendant la séance, j'ai su que j'allais observer quelque chose de précis, que j'allais travailler avec les enfants sur des points importants et qu'ils n'en ressortiraient pas sans rien. Donc pour moi, en fait, c'était une victoire. J'ai trié les différents outils que j'avais appris lors des formations et j'ai décidé de commencer méthodiquement. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon nouveau rôle d'animatrice de philosophie 3 ans plus tard pour favoriser l'émergence d'une pensée critique sans les influencer et qu'aujourd'hui je partage mon savoir et mes outils. Apprenez à échouer ou échouer à apprendre, de Tal Ben-Shahar. C'est devenu un mantra en ce qui me concerne qui m'a bouleversée dans ma vie, qui m'a appris à sortir de ce cadre perfectionniste dans lequel je m'étais enfermée. Donc apprenez à échouer ou échouer à apprendre. Vous ne serez pas parfait, vous ne serez pas parfaite et c'est absolument ok. Pour améliorer votre pratique, vous pouvez vous enregistrer et réécouter vos ateliers pour comprendre avant de vous juger. Soyez gentil avec vous-même. Vous pouvez également vous faire accompagner par des séances de coaching, donc soit pour préparer un atelier philo, pour faire une analyse de vos ateliers philo ou pour travailler vos doutes, vos questionnements, votre posture et tout un tas de problématiques qui sont importantes pour vous. J'imagine qu'à ce stade de l'aventure, vous avez déjà de nombreuses questions. Donc posez-les en commentaire et je vous répondrai. Et si besoin, j'en ferai tout simplement une vidéo. Pour ne pas rater les vidéos, abonne-toi, active la cloche pour recevoir les nouvelles sorties. Il ne faut pas négliger l'importance de la pratique dans vos formations, mais aussi de vous lancer dans les ateliers philo. Le contact avec les enfants sera très formateur et il vous apprendra des choses sur vous. Dans une formation, une participante témoignait du fait que le premier atelier était difficile à animer car elle accueillait les idées des enfants mais ne parvenait pas à les creuser. Plutôt que de s'invectiver, je lui ai alors proposé de prendre en compte ce temps dont elle a besoin pour digérer les idées. Et si tes premiers ateliers étaient un état des lieux pour accueillir ce que les enfants pensent, leurs différents arguments, et que tu prennes le temps chez toi de retravailler tout ça pour approfondir le sujet dans la séance suivante. Elle a témoigné que ça l'a soulagée. Et je vous conseille également de participer à des ateliers philo pour faire l'expérience de la pratique philosophique et de ses enjeux et de comprendre ce que les enfants vont vivre. En description de la vidéo, vous trouverez le lien pour accéder au cours en ligne gratuit de la théorie à la pratique. 1h20 de vidéos en ligne avec les fondamentaux, des techniques précises pour mener à bien votre mission tout simplement, avec votre carte mentale de progression pour savoir exactement comment vous devez travailler, ce que vous devez travailler en priorité, dans quel ordre, et là où vous allez concentrer en fait toute votre attention. Un guide PDF imprimable, un guide du débutant sous forme de fiches pratiques où vous trouverez justement des petites clés, des petites astuces à mettre en pratique dans vos ateliers philo. Et 4 activités ludiques, ce sont 4 expériences de pensée. Et dans ces expériences de pensée, j'y ai mis donc un point philo, des exemples de réponses d'enfants, puisque j'ai testé évidemment les 4 expériences de pensée avec les enfants dans mes ateliers. Vous trouverez également des planches de BD pour comprendre en fait ce que je suis en train de dire concrètement, en fait à quoi ça fait référence, et des questions. Et ces questions en fait elles viennent justement mettre en lumière des habiletés de pensée concrètes. Alors évidemment, pour que tout ça ait du sens, ça en aura déjà parce que tout est très clair, mais si vous vous formez, ça en aura encore plus. Donc cet outil-là, vous allez vous en munir. Je vous conseille quand même d'y réfléchir en amont, de pas simplement l'utiliser comme un prêt-à-penser. Soumettez-vous un petit peu vous-même à l'exercice, donc prenez les questions, essayez d'y répondre. Voyez, essayez de penser contre vous-même, justement, vous faites cet entraînement-là, mais en ayant justement connaissance des habiletés de pensée que vous êtes en train de développer. Votre mantra, mieux vaut une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Mieux vaut transmettre des outils que transmettre des idées. C'est dogmatique, ça influence et ça nuit à la liberté de penser. Le conformisme, ça prend très jeune, l'esprit critique aussi. Longue vie à la philosophie.